Si je suis violée, c'est ma faute. C'est parce que j'étais habillée en mini, c'est parce que j'ai porté une jupe mini. Et moi, je me demande toujours, mais pourquoi est-ce que c'est pas la tenue qui a été violée et toi qui as été violée? Parce que à partir du moment où vous taisez sur un fait de violence, vous laissez le libre cours, en fait, vous donnez tous les droits à votre agresseur de continuer aussi longtemps qu'il le veut. Vous vous rappelez du cas d'Ekpe? Ouais. Vous vous rappelez du cas d'Ekpe? Oui. En 2026, Oui. une femme écartelée, tout dénudée, à fait. Oui. brûlée. Oui. Les cas de viol d'enfants, des petites filles qui sont violées. Tout à fait. Dans le cadre de la famille, à l'école. D'accord. Ok? À l'école. Oui, tout à fait. Des personnes qui sont violées, des femmes, des filles qui sont violées à la maison, dans le cercle familial, à l'école, des étudiantes qui sont brimées. C'est de ça que nous nous occupons. Human First BJ est un média dédié à la transformation du monde du travail au Bénin et en Afrique. À travers des podcasts et des conversations avec des dirigeants, professionnels RH, experts et talents engagés, nous explorons les évolutions profondes des organisations et des pratiques managériales. Notre approche met en lumière les leviers qui permettent aux entreprises de concilier performance économique, bien-être des collaborateurs et impact social. Nos thématiques, qualité de vie au travail, diversité et inclusion, engagement social des entreprises. Notre ambition, contribuer à une nouvelle vision de l'entreprise en Afrique, plus humaine, plus responsable, plus performante. Merci beaucoup. Il y a une question encore qui me vient à l'esprit Oui. qui est quand même très importante. C'est par rapport à la prise en charge des mineurs Oui. qui ont subi spécifiquement des viols. J'aimerais savoir comment est-ce que l'Institut de la femme a su, j'ai envie de dire, l'avenir, la suite, même après que le bourreau ait été puni par la loi et tout, incarcéré et tout. Oui. Comment est-ce que vous faites le suivi et tout? Alors, c'est vraiment... c'est très sensible quand Oui. il s'agit des enfants. Oui. Vous savez, très, très sensible quand il s'agit des enfants. Moi, je vois des enfants qui viennent 5 ans violés, 3 ans violés. Elle ne comprend même pas ce qui lui est arrivé. Vous la voyez, elle est dans le rôle, elle s'amuse, il y a des poupées, bref, elle s'amuse. Elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé, mais nous comprenons ce qui lui est arrivé. Donc, pour les mineurs, c'est déjà de les prendre en charge sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Parce qu'un enfant qui a vécu ce type de trauma, il faut lui faire comprendre, et là, vraiment, les psychologues cliniciennes savent le faire superbement bien, lui faire comprendre que ce n'est pas sa faute et que ce qui lui est arrivé ne devrait pas l'empêcher de continuer. Donc, je me rappelle de cette jeune, j'ai envie de dire que c'est un bébé. Elle n'avait même pas encore 10 ans, que j'ai vue en 2023. Et malgré ce qui lui est arrivé, elle m'a dit qu'elle voulait être magistrate. Ok. Elle m'a dit qu'elle voulait être magistrate. Ok. Et je lui ai dit, malgré ce qui t'est arrivé, tu seras magistrate parce que c'est ce que tu as envie d'être. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir défendre toi aussi demain d'autres personnes qui seront peut-être dans ce cas-là. Donc, c'est déjà prendre en charge la petite et aussi ses parents. Ok. Et aussi ses parents, parce que la maman qui se rend compte que malheureusement, c'est le peintre qui est venu travailler, le maçon, le gardien de la maison d'à côté ou le tonton qui a fait ça à sa fille, elle est coupable. Elle se dit qu'elle est coupable. J'ai pas pu surveiller suffisamment mon enfant. Donc, on prend en charge les deux. On prend en charge l'enfant victime. On prend en charge aussi les parents qui, pour nous, sont aussi tout de suite des victimes. Donc, la prise en charge psychologique, la prise en charge médicale aussi. L'enfant sera référé dans un centre de santé avec laquelle nous sommes en convention, avec une structure sanitaire, je veux dire, avec laquelle nous sommes en convention pour la prise en charge gratuite. Okay. Tout ça, tout ce dont je parle depuis, elle est gratuite. Les parents n'ont rien à payer pour la prise en charge. Une fois que, de façon simultanée, je ne dirais pas une fois, de façon simultanée, quand ces prises en charge-là sont en train d'être faites, la prise en charge juridique et judiciaire aussi va commencer. Okay? Et nous avons à l'Institut de la femme ce que nous appelons la classe des victimes. La classe des victimes, où de façon mensuelle, nous mettons ensemble toutes les victimes par catégorie. Okay? On mettra ensemble pour une classe des victimes de viol, on mettra ensemble des victimes de coups et blessures ou des victimes de violences conjugales.
Et l'idée, c'est de poursuivre la thérapie avec elle. Et c'est un long processus. D'accord. Quand on est victime de violence, c'est pas comme si on prenait un cachet de paracétamol et puis ça passait. C'est un long processus. Maintenant, le processus, quand ça commence, vous ne savez jamais quand ce processus-là va finir. Les victimes ne sont pas pareilles. Il y a une où ça peut faire 2 ans et elle est complètement rétablie. Elle peut prendre son envol. Il y a une autre où ça prendra beaucoup plus de temps en raison de l'impact du trauma. Les victimes ne réagissent jamais de la même façon. Donc, à chaque victime et à chaque, à chaque lot par rapport à la teneur de ce qu'elle a vécu. Okay? Donc, le suivi continue, même lorsque le dossier est encore devant la justice, et par exemple, c'est un viol, quand le dossier est encore devant les juridictions, nous, on continue le suivi avec la victime. Maintenant, il y a des cas qui arrivent où on est bien obligé d'extraire la victime de son milieu de vie. Les cas d'inceste, par exemple. OK. On est obligé de la sortir de son milieu de vie. OK. Et donc, nous avons des centres d'hébergement où la victime peut séjourner le temps que ce mauvais vent-là, si je vais appeler ça mauvais vent, passe. Mais c'est clair que nous n'avons pas encore suffisamment de centres. Mais actuellement, le gouvernement est en train il y a un projet de construction de centres d'hébergement provisoire pour les victimes. Et les études sont très, très, très bien avancées pour que d'ici 24 mois ou un peu plus, on puisse avoir des centres pour pouvoir accueillir les victimes. Parce qu'il y a des fois où elle ne peut pas retourner à sa communauté. Elle ne peut pas retourner à sa communauté. Surtout quand vous sortez un peu de Cotonou et environ, vous allez dans les zones reculées. Elle ne peut pas. Parce que dans la conscience collective, tu ne peux pas porter plainte contre ton mari. Tu ne peux pas porter plainte contre X, tu ne peux pas porter plainte contre Y. Mais tu dois porter plainte. Donc, quand c'est comme ça, il faut bien qu'on puisse se prendre en charge et qu'on te mette dans un état où tu es en sécurité pour que tu puisses véritablement passer le processus du rétablissement psychologique, qui est très important parce que tant qu'elle n'est pas guérie sur le plan psychologique. Il était très important qu'on vous invite parce que là, on comprend davantage comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que l'Institut national de la femme travaille et tout. Il y a une autre question également que je trouve pertinente, c'est... J'ai lu par exemple on est en train de sortir du milieu professionnel. Non, là. oui, tout à fait. Et je fais si à moi. Et par exemple, j'ai lu que vous élaborez des outils, d'accord? Le décret portant création le dit explicitement, vous élaborez des outils, des guides, des manuels et tout. J'ai vu sur votre site, par exemple, ou j'ai vu sur Internet, il y avait des prospects, d'accord? Que vous avez élaborés. Déjà, ces prospects-là sont certainement en français. Mais moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous sensibilisez les personnes qui ne comprennent pas français. Et tout. Très bien, très, très, très bonne question. C'est vrai que les outils sont en français. Et je répondais d'ailleurs à une question hier parce que hier, j'ai reçu des femmes d'une association professionnelle qui m'ont posé la même question parce qu'elles étaient une quinzaine et j'ai partagé avec elles les outils que nous avons. Donc, nous avons un outil que nous appelons outil violet. Mais dans cet outil violet-là, vous avez les statuts de l'Institut et vous avez tous les tests qui protègent et promeuvent les droits de la femme au Bénin. Vous avez un autre outil où les violences sont décrites par catégorie, avec les numéros d'alerte, avec la façon dont nous travaillons. Tout ça est résumé sur ces prospectus-là. Et la question que la dame a posée, c'est la même question que vous me posez, c'est vrai que ces outils sont en français, mais est-ce que vous avez déjà pensé à les traduire? C'est en cours. Sachant que très peu de Béninois peuvent lire dans nos langues locales. Mais nous, lorsque nous voulons faire nos sensibilisations, nous le faisons dans la langue du terroir. Si je vais dans le Borgou, par exemple, je ne vais pas aller faire ma sensibilisation en français. Même si je dois faire ma sensibilisation en français, ça va dépendre de la cible. Si je parle à des élèves, je vais leur parler en français, bien évidemment. Mais si je dois parler aux leaders religieux et traditionnels, je ne vais pas forcément parler en français, même s'ils comprennent français. Donc, je vais me faire accompagner par quelqu'un du terroir qui comprend la langue, qui a été formé et qui peut m'aider à faire passer mon message. D'accord. Et lorsque nous allons dans les communautés, aussi, c'est
de rentrer dans la communauté avec suffisamment d'humilité pour que les personnes puissent comprendre que c'est vrai, nous venons avec les textes de loi, mais ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des femmes. Et lorsque vous leur expliquez, lorsque vous expliquez à ce chef de terre-là, par exemple, qui pense que la femme ne doit pas hériter, lorsque vous lui dites, mais ok, d'accord, vous pensez que la femme ne doit pas hériter, mais supposons que vous n'ayez fait que des filles, par exemple, ou je suppose que votre aînée est une fille. Est-ce que véritablement, vous n'allez pas vouloir qu'elle puisse hériter de vous? Et quand vous replacez le sujet comme ça dans son contexte, je vous assure, ils comprennent. D'accord. Ils comprennent. Et de plus en plus aujourd'hui, quand je regarde un peu les plaintes qui viennent à nous, je suis très heureuse de voir des rois, des autorités traditionnelles qui nous saisissent parce qu'elles ont compris que l'ancien système où on veut faire la médiation, même en cas d'infraction, ne marche plus parce qu'elles ont compris que c'est au finish, c'est la femme qui est lésée. D'accord. Maintenant, nous allons revenir au milieu professionnel et tout. Le test de loi que ce soit la loi de 2006 pour lutte contre le harcèlement, répression du harcèlement au Bénin, et puis la loi de 2011, qui protège les femmes, lutte contre les violences faites aux femmes. Il est nommément défini que le responsable d'établissement, d'accord, a la responsabilité donc de prévenir, de mettre fin ou de sanctionner les actes, d'accord, discriminatoires à l'égard des femmes. Et j'aimerais poser la question de savoir, à l'état actuel en République du Bénin, est-ce que vous pensez que les entreprises prennent suffisamment à cœur les questions de VSS? Bon, je pense que de plus en plus, oui. De plus en plus, oui, parce que les questions de violence, on en parle plus. L'Institut est là, on entend suffisamment parler de nous de plus en plus. De plus en plus, les entreprises savent qu'ils doivent mettre en place une politique genre, des codes de conduite, que ça soit clairement établi dès le départ. Moi, par exemple, j'ai été très agréablement surprise la dernière fois de voir que même à l'université, dans certaines écoles et facultés, à l'université d'Abomey-Calavi, lorsque les étudiantes vont en stage, il y a un code de conduite. Donc, l'étudiant qui vient avec sa demande de stage, lorsque la demande de stage est acceptée, il y a un code de conduite où c'est vraiment stipulé que nous, tel chef d'établissement, nous autorisons notre élève à venir en stage, notre étudiante en telle année à venir en stage chez vous. Il est interdit ci, il est interdit ça, il est interdit ci. Donc, ce sont de bonnes pratiques. C'est vrai que toutes les entreprises ne le font pas encore, mais la grande majorité des entreprises le font. Est-ce que vous collaborez avec les entreprises pour leur donner des moyens de prévenir? Vous savez, toute entreprise sur le territoire béninois, lorsqu'elle nous saisit, toute entreprise sans distinction, lorsqu'elle nous saisit, nous pouvons les aider à mettre en place ces stratégies-là. Il y a Epitech, par exemple, avec qui on travaille, avec qui on a travaillé. Il y a Semecity, avec qui on a travaillé aussi, pour les aider en fait à mieux élaborer ces politiques-là, ces codes de conduite-là. Parce que généralement, les questions de genre, les questions de violence, ce ne sont pas des choses auxquelles tout le monde est habitué. Mais lorsque les entreprises nous saisissent, que ce soit pour des sensibilisations, pour des formations, nous sommes disponibles à les accompagner. Que ce soit des grands noms ou des petits noms? N'importe quel type d'entreprise. Il suffit juste que l'entreprise nous dise, voilà, je suis telle entreprise. Au niveau de mon personnel, j'ai tel nombre d'hommes, j'ai tel nombre de femmes. Je voudrais mettre en place une politique, genre, je voudrais mettre en place un code de conduite. Nous allons travailler avec, à ce qu'ils puissent établir ces documents-là. D'accord. Pour un chef d'entreprise, cela peut constituer également une poche de dépenses, n'est-ce pas? Non. Est-ce que la question, c'est de savoir si... Oui, tout à fait. Si l'Institut de la... Absolument pas. Nous sommes au service de la nation, nous sommes au service. Donc, il y a tout ce qui... En fait, comme je vous ai dit, tout ce que nous mettons en place pour les victimes, elles n'ont rien à payer. Les avocats, lorsque nous constituons un avocat pour une victime, elle n'a rien à débourser. C'est l'Institut national de la femme, c'est le gouvernement, puisque nous sommes sous tutelle de la présidence de la République, c'est le gouvernement qui prend en charge. Donc, si une entreprise nous sollicite pour l'aider dans ce sens-là, cette entreprise n'a rien à payer. Au-delà de la sollicitation de l'Institut national de la femme, quelle action un manager, un dirigeant d'entreprise peut concrètement mettre en place au sein de sa structure? Alors, pour prévenir
Alors, surtout prévenir. Oui. Alors déjà, pour prévenir, c'est déjà de mettre en place des poches de formation. D'accord. Il est important qu'on puisse mettre en place des poches de formation. Peut-être dire les derniers vendredis du mois, pendant 2 heures de temps, on vous forme sur les questions de violence, sur la question du harcèlement sexuel. Parce que la question du harcèlement sexuel est tellement subtile que généralement, on vous dit, mais oui, mais je suis en train de la draguer. Mais non, tu n'es pas en train de la draguer, tu es en train de la harceler parce qu'elle t'a dit non. Oui, elle t'a dit non. Elle se réveille un matin, elle a 50 appels en absence de toi. Oh, alors qu'elle t'a déjà... Qu'est-ce que ça va vous faire, vous, si vous vous réveillez le matin? OK? Et je reçois 50 appels en absence de quelqu'un à qui vous avez déjà dit non. Comment vous allez vous sentir? Il est fou. Exactement la même chose. Mais généralement, quand on est de l'autre côté du bord, on ne se met pas forcément à la place. Donc, il y a une distinction entre je suis en train de la draguer et je suis en train de la harceler. Si tu es en train de la draguer, tu la dragues correctement, comme on doit draguer une dame. Mais tu ne la harcèles pas. Tu ne lui envoies pas plein de messages, tu ne l'appelles pas à tout bout de champ, alors qu'elle t'a déjà dit non. Donc, c'est subtil. Et la loi est claire sur ce que c'est que le harcèlement. Donc, il faut juste lire les textes de loi. D'accord. Il faut trouver une structure qui va vous aider à comprendre ce que disent les textes de loi en réalité. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre en place des poches de formation, okay, pour les employés. Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est ce que je ferais. Déjà, moi-même me former pour comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, le faire pour mes employés. Okay? C'est important. Et mettre en place, comme j'ai dit, des codes de conduite. Okay? Ici, moi, j'ai travaillé déjà dans des banques. Hein. Quand vous êtes dans la banque et que vous vous retrouvez amoureuse dans la banque, le code de conduite demande à ce qu'une personne démissionne et que l'autre personne reste. Il y a des entreprises. Moi, j'ai travaillé en banque avant de venir à l'Institut national de la femme. Ça se passe comme ça. Il y a des codes de conduite. Donc, l'amour peut se trouver partout. Mais lorsque vous venez en entreprise et que vous trouvez votre amour dans l'entreprise, il y a des entreprises qui vont demander à ce qu'une personne démissionne parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, on ne veut pas venir jouer aux amoureux, on veut venir travailler. Donc, les chefs d'entreprise doivent mettre en place des poches de formation, comme j'ai dit, se former déjà soi-même, former les employés pour que et les hommes et les femmes, à divers niveaux dans l'entreprise, sachent à quoi s'en tenir. Okay? Ensuite, mettre en place des documents de politique genre, des codes de conduite, règlement intérieur, ça c'est la base en fait, voilà, le basique en fait. Ouais. Et que ça soit clair au niveau pour tout ce qui est violence sexuelle et sexiste. En fait. Okay. Est-ce que vous avez observé des évolutions en République du Bénin depuis la création de l'Institut national de la femme en ce qui concerne notamment les VSS en milieu professionnel? Oui. Énormément. Déjà, en ce qui concerne la libération de la parole. Oui. OK, déjà ça, en ce qui concerne la libération de la parole. Avant l'Institut national de la femme, quand tu es victime de violence, bon, tu te tais, tu subis. OK. Tu te tais, tu subis parce que, bon, voilà, si tu vas dans un commissariat, tu n'es pas sûr d'avoir gain de cause. Même pas gain de cause. Déjà, même avant gain de cause, tu n'es pas sûr d'avoir... Merci. Tu n'es pas sûr d'avoir l'écoute. Tu n'es pas sûr de te sentir en sécurité. Tu n'es pas sûr de te sentir en sécurité quand tu vas dans un commissariat. Quand tu vas dans un tribunal, encore moins. Donc déjà, avec l'Institut national de la femme, il y a le cadre pour recevoir. Donc, elles sont beaucoup plus... elles savent que la parole se libère. Elles sont beaucoup plus à même de pouvoir dénoncer. Et de plus en plus, hein, je vous assure, les entreprises, en tout cas les chefs d'entreprise, sont responsables et savent qu'ils ont une responsabilité en ce qui concerne... les codes de bonne conduite, comme j'ai dit, en tout cas, tout ce qui va permettre de créer un environnement sûr, un environnement professionnel sûr. Parce que je ne vois pas ce que ça va être dans une entreprise qui doit être productive s'il n'y a pas... D'avoir des personnes qui se sentent menacées dans l'insécurité. Ça ne donnera pas. D'accord. Quand vous faites une projection dans 5 ans ou dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez l'INF et puis comment est-ce que vous souhaitez voir... et les VSS, je veux dire, une certaine forme de régression, c'est ce que vous souhaitez, n'est-ce pas? Ok, je vais vous dire. Vous savez, en 2021-2022, nous avons eu environ 294 cas. Ok. Suivez bien ma logique. Hein? Oui. 2021-2022, 294 cas. En 2023, 1117. Oui. En 2023. En 2024, 2109. En 2025,
4509. Ok. Nous sommes là. Vous voyez que ça monte. Ça monte. Et de janvier à mai de cette année, nous avons déjà franchi la barre des 2300. Ok. Donc, la courbe va continuer à monter comme ça. Parce que ce sont des violences qui durent depuis des lustres. Le changement de mentalité va prendre du temps. D'accord. Et donc, quand vous me posez la question de voir dans 5 ans. Dans 5 ans, j'ai envie de vous dire oui. Dans 5 ans, on serait déjà arrivé à un niveau où ça va se stabiliser et après, on va avoir un déclin. Mais pour qu'on arrive à ça, ce n'est pas seulement l'action de l'INF. C'est l'action de tout le monde. Parce que vous venez d'une famille. Oui, tout à fait. Vous avez une famille maternelle, vous avez une famille paternelle. Tout à fait. Je viens d'une famille. Toutes les personnes qui sont là avec nous viennent d'une famille. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'Institut national de la femme, c'est la responsabilité de chaque personne, chaque Béninois, chaque Béninoise. De savoir qu'aujourd'hui, je ne peux pas être quelque part où un enfant, une femme, un homme est en train de se faire brimer et puis je passe mon chemin. Nous devons être responsables les uns des autres. C'est notre responsabilité à nous tous. L'État a déjà fait le nécessaire en mettant les tests de loi. Le législateur a voté les lois. Les instruments sont là. L'État a mis en place, il y a le ministère de la Famille de l'autre côté. L'État a mis en place, il y a le ministère de la Justice aussi. L'État a mis en place l'Institut national de la femme avec un mandat fort. Il n'y a aucun institut dans ce pays qui ait ce mandat-là de pouvoir rester en justice, de se constituer partie civile. Il n'y en a pas. L'État a fait ce qu'il faut. Mais et nous, en tant que Béninois, en tant que Béninoises, c'est ça. Ça nous interpelle tous. C'est pas... Surtout si on veut voir nos enfants, nos filles aller loin. Ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle tous. C'est pas une note de fin. J'aimerais bien qu'on parle encore de quelque chose, du numérique. Oui. Ah, voilà encore une autre paire de manches. J'aimerais bien qu'on parle un peu du numérique avant de chuter complètement. C'est un monde qui semble ne pas être maîtrisé par l'État, bien que nous ayons quand même un code de numérique, je crois depuis 2018 et tout. Il est facile d'insulter là-bas. Là-bas, il est facile de... Récemment, nous avons un confrère qui a rappelé les tests de loi, notamment en République du Bénin, qui interdit l'injure, par exemple, et tout. Et ça fait... Des gens ont relayé ça, et tout. Le test de loi existait. L'État a fait sa part a joué sa partition et tout. Dès qu'il a republié et tout, dès qu'il a alerté, tout le monde a commencé par dire tu n'as pas le droit d'inciter. J'ai vu c'était commenté, tu n'as pas le droit d'inciter et tout. Ce que j'aimerais dire, c'est est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'Institut national de la femme, vous devez de plus en plus avoir un regard de ce côté-là? Nous nous occupons de toutes les formes de violence. Et vous n'avez pas idée des cas de violence numérique qui arrivent à l'Institut national de la femme et qui sont prises en charge. Quand on parle de la loi nous a donné pour mandat de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard de la femme et de la fille. Donc, toutes les formes de violence. Il y a beaucoup de... Vous savez, il y a beaucoup de cas que nous gérons et pour lesquels nous ne faisons pas de la publicité. Je ne sais pas si vous avez vu circuler cette image-là, c'est passé sur Facebook, d'un père de famille qui mettait sa propre fille dans des positions bizarres. Oh oui. Ça a été géré. Il y a beaucoup de cas que nous gérons. Donc aujourd'hui, si vous êtes victime de violence numérique, si vous êtes une femme, une fille, vous êtes victime de violence numérique, contactez le 114 ou le 01 51 07 88 88. Ça va se gérer. Moi, le conseil que je peux donner pour ce qui est des violences numériques, la première des choses, c'est de ne pas répondre. Il est inutile de répondre. Vous voyez quelqu'un qui, moi, m'insulte, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous pensez que je vais perdre mon temps à répondre? Il est inutile de répondre. La première des choses à faire, c'est de faire la capture. C'est aussi simple que ça. Vous faites la capture. Après, vous pouvez bloquer la personne si vous voulez. Vous faites la capture. Vous composez le 114. Nous allons nous mettre en ligne directe avec le Centre national des investigations numériques pour détecter cette personne. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je pense qu'en ce qui concerne le numérique, il n'y a plus rien à dire parce que c'est Après, vraiment, je vais exhorter mes sœurs à faire attention à leur identité numérique. Il y a des choses qu'on ne publie pas.
il y a des choses qui relèvent de l'ordre de l'intime. Donc, faisons très attention. Malheureusement, aujourd'hui, avec le téléphone. Moi, j'ai eu des cas où elle avait son téléphone, elle est juste allée faire un échange de monnaie chez un cambiste. Il a dit, bon, dans le téléphone, je vais... Voilà. Et on ne sait pas ce qu'il a tripatoué dans le téléphone. Il avait accès tout de suite à son téléphone. Tout de suite à toutes ses vidéos, à toutes ses photos. Elle avait toutes sortes de photos et de vidéos dans son téléphone. Donc, le téléphone qui nous sert là, c'est comme un couteau à double tranchant. Dans votre téléphone, vous avez tout. Tout à fait. Vous avez toutes sortes de choses. Donc, juste faisons attention. Faisons attention à ce que nous avons comme image. Faisons attention à ce que nous avons dans nos téléphones. Faisons attention aussi à ce que nous publions. Et aujourd'hui, il est très important de rappeler aussi que lorsque vous publiez, vous partagez, il y a une peine. Lorsque vous partagez, quand vous lisez bien le code du numérique, lorsque vous partagez, vous n'avez fait que partager, hein, il y a une peine. Donc, il faut faire très attention à ce que nous publions, faire attention à ce que nous partageons, faire attention à ce que nous disons, parce que généralement, on se cache sous le couvert de haut. Je suis derrière mon écran, je suis derrière mon téléphone, on ne me voit pas, mais on vous voit. Okay. C'est très facile de vous localiser. Okay. Très facile. Okay. Voilà. Une autre question que je trouve quand même importante, et c'est pas une question en soi, je pense que c'est fait cette remarque-là pour dire que la sensibilisation, la formation, cet ensemble est plus important parce que il y a des infractions qui sont très faciles à commettre avec le téléphone portable. Très facile quand comparé par exemple à cet ensemble que vous avez cité précédemment, viol, coups et blessures, qui sont quand même une manifestation volontaire, et comment on appelle, une manifestation volontaire. Et donc, j'aimerais dire, il est plus important pour nous de sensibiliser, de chaque fois rappeler les textes de loi. Et heureusement que certaines personnes ont commencé par agir en ce sens-là. Chaque fois organiser des creusets, des conférences et tout. Souvent, on pense que c'est de la perte de temps. On vient bavarder juste sur le genre et voilà. Et ainsi, on pourra mieux prévenir. Parce que ce serait quand même assez... gauche de voir toute une population, bien toute une jeunesse en prison, juste pour, c'est pas juste pour, mais pour des infractions qu'on pouvait simplement éviter. Tout à fait. C'est pour ça qu'à l'Institut national de la femme, dès que nous sommes sollicités, moi je suis sur le campus tout le temps pour parler aux jeunes, tout le temps. Parler aux jeunes. Dès que nous sommes sollicités, nous faisons. Mais après, il y a beaucoup de dossiers à gérer. Par jour, on peut se retrouver à 50, 75 plaintes qui arrivent, qu'il faut gérer. Donc, il ne nous revient pas forcément d'aller vers les entreprises, mais nous sommes disponibles lorsque les entreprises nous sollicitent, lorsque les écoles nous sollicitent, lorsque les universités nous sollicitent. Nous sommes disponibles à venir éclairer les jeunes et les moins jeunes aussi sur ce que disent les tests de loi, parce que bon, de façon spontanée, on ne va pas prendre un test de loi pour le lire. On trouve que c'est un peu ennuyeux, les termes, on ne comprend pas trop les termes, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a rien de difficile en fait. C'est déjà bien pour éviter une certaine forme de naïveté, pour ne pas subir bêtement, j'ai envie de dire, les trucs là, les peines. Il y a quelques années, je crois en 2024, c'était la secrétaire adjointe du ministère de la fonction publique, Madame Diaboudou-Boutou et Isbat, je crois, qui a fait, je veux dire, un atelier avec les membres de l'Institut national de la femme sur la convention de l'OIT. Jusqu'à là, le Bénin n'a pas ratifié la convention de l'OIT. Je vais essayer de quand même préciser rapidement de quoi il est question. Elle disait que c'est en cours, les travaux sont en cours, mais on dit que c'est la convention numéro 190 sur la violence et le harcèlement. Elle date de 2019 et elle n'est pas encore intégrée dans l'arsenal juridique béninois. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec cette convention, excusez-moi, il faut que je donne lecture, c'est notamment au niveau de l'article 3 qui dit « La présente convention s'applique à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, saisissant l'occasion en lien avec ou du fait du travail. » Et il y a des alinéas petit a, sur le lieu de travail, y compris les espaces publics et les espaces privés lorsqu'ils servent le lieu de travail. Sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou ses repas,
ou utilisent des installations sanitaires, des salles d'eau ou des vestiaires à l'occasion de déplacements, de voyages, de formations, d'événements ou d'activités sociales liées au travail. Dans le cas de communication liées au travail, y compris celles effectuées au moyen de technologies, de l'information et de la communication, dans le logement fourni par l'employeur et pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Pour toute forme de violence ou de discrimination, d'accord, dans ces cas de figure-là, nommément cités par la Convention, il y a sanction. Je pense quand même que, je ne sais pas où se situe l'avancement du processus, mais est-ce que c'est monsieur en droit de vous faire une remarque mais c'est tellement pas l'Institut national de la femme, puisque c'est pas le projet, c'est pas un projet qu'on porte. Ok. Mais je pense que travailler de concert pour intégrer ça. Oui, non, je pense que la ratification de cette loi-là ne doit pas, ça va venir incessamment. D'accord. Je pense. D'accord. Je n'ai pas fait de recherche spécifique là-dessus, mais ça ne saurait tarder. D'accord. C'était vraiment intéressant pour nous, à Human First, de ramener ça et tout dans l'échange parce que nous avons vu tout le détail. C'est détaillé. C'est bien détaillé et tout. Tu vois. Parce que très vite, on peut se soustraire, le bourreau peut se soustraire à... Mais vous savez, avec la loi de 2021, tout ça est pris en compte. Hein. OK. Oui, parce que la loi de 2021 dit par exemple que quel que soit le lieu de la commissure, oui. Vous lisez bien la loi. Au niveau de l'article sur le harcèlement sexuel, la loi précise que quel que soit le lieu de commissure. D'accord. Donc, du moment où il y a ce lien hiérarchique, c'est fini. D'accord. C'est fini. Du moment où il y a ce lien hiérarchique entre X et Y, c'est terminé. D'accord. Bon. Ou un lien de subordination, soit un lien hiérarchique, soit un lien de subordination, ou lorsque la personne est dans un, comment je vais dire, en demande d'emploi. Quand la personne est en demande d'emploi. Donc, vous voyez, c'est vrai que tout ce que vous avez cité là se retrouve dans la loi de 2021. Mais ne vous inquiétez pas. D'accord. Elle sera ratifiée. D'accord. Je pense que nous sommes en train d'aller à la fin. Petite note d'humour. Vous pensez qu'il doit y avoir un Institut national des hommes? Si vous le voulez, vous êtes libre de créer l'Institut national des hommes. OK. Quels sont les principaux défis qui restent à relever pour faire reculer durablement les VSS au travail? Sinon, le principal défi sera le changement de mentalité. C'est le principal défi. OK? Et comme je vous l'ai dit tantôt, les questions de mentalité ont la peau dure, extrêmement dure. Ça, c'est le principal défi. Un autre défi que je pourrais voir, c'est faire comprendre aux chefs d'entreprise cette nécessité-là de mettre en place les règles dès le départ. Dès que l'employé arrive et signe son contrat de travail, même déjà lors des différents entretiens, il doit pouvoir être déjà informé des codes de conduite, de la politique genre de la maison, de tout ce qui concerne le genre, les violences à ne pas exercer et autres. C'est aussi simple que ça. Oui, tout à fait. Je le pense clairement. Hein, les défis sont enracinés dans nos ignorances, dans nos préjugés et j'ai envie de dire aussi dans nos coutumes et traditions parce que au Bénin, quand même, nous sommes très, très... Tout vient de là. Vous savez, quand vous remontez un peu à cette notion de genre, de sexe et autres, c'est parce que la société a catégorisé les choses d'une façon. Et même dans nos familles, regardez un peu. Quand une petite fille naît, on l'habille en rose. On lui achète quoi? Des poupées. Les trucs pour faire la cuisine, là. Elle met son bébé au dos. Le petit garçon, on l'habille en bleu. Et on lui achète des jeux de construction. Ouais. On lui achète des jeux de construction. Pour que déjà très tôt, on commence à formater son cerveau, à réfléchir, à être stratégique. Qu'est-ce que je vais faire de façon stratégique? Mais la femme, la petite fille, elle, on veut la cantonner dans le rôle traditionnel, qui n'est pas un mauvais rôle, hein. C'est un bon rôle. Mais la femme ne doit pas seulement être cantonnée à ce rôle-là, qui, plus est, n'est pas rémunéré, malheureusement. Et on sait ce que fait une femme dans une maison du matin au soir, à nettoyer, à curer, à s'occuper des enfants. On sait ce que ça coûte. On sait ce que c'est. Mais ce n'est pas rémunéré. Ouais. Okay? Donc, c'est ça, en fait. Ce côté traditionnel-là, ce côté de rôle
traditionnel de la femme. Il faut qu'on puisse faire ce shift-là. Il faut vraiment faire ce shift. Ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation. C'est pour ça que je dis souvent, moi, souvent ça me fait rigoler. Ouais, qu'est-ce que l'Institut national de la femme fait? Qu'est-ce que l'Institut de la femme? Malheureusement, l'Institut national de la femme ne viendra jamais dans vos maisons. On ne peut pas venir dans vos maisons. Impossible. On ne peut pas venir dans vos maisons. Et c'est pour ça que je dis que c'est de la responsabilité de toutes et de tous. Quand tu es béninois, peu importe ton statut social, peu importe ton rang, peu importe ton âge, tu dois comprendre que c'est ta responsabilité. Comment est-ce que tu veux, si tu es jeune aujourd'hui, étudiant, comment est-ce que tu veux élever tes garçons et tes filles? Si tu es déjà parent, comment tu élèves tes filles, comment tu élèves tes garçons? Tu vas continuer à cantonner les filles dans le rôle d'eux et laisser les garçons dans le rôle d'eux. C'est une responsabilité collective et ça commence à la maison. Quel type de parents est-ce que nous voulons être ou quel type de parents est-ce que nous sommes? Ça, c'est une belle question. Quel type de foyer nous voulons bâtir? Ça, c'est des questions sérieuses. Quel type de foyer nous voulons bâtir? Et ça, c'est à chacun et à chacune de trouver la réponse à ces questions. Si vous avez un message à adresser aux employeurs et aux salariés qui nous écoutent, que serait-il? Alors déjà, pour les salariés, c'est de dire de ne jamais se taire sur une quelconque violence. Okay? Il faut toujours dénoncer. Je vais rappeler le numéro d'alerte, le 114, le 01 51 07 88 88. Il est important aussi, en tant que salarié, que l'on soit un homme ou une femme, il est important de s'habituer aux tests de loi, de comprendre ce que disent les tests de loi. Aux employeurs, je dirais, de continuer à travailler, à mettre en place un environnement sûr, un environnement de sécurité, un environnement où les employés pourront leur donner, en termes de productivité, ce dont ils ont besoin. Okay? N'hésitez pas aussi à faire appel à l'Institut national de la femme si vous avez besoin d'aide. C'est vrai que ça va nous donner une charge supplémentaire, mais nous allons vous aider du mieux que nous pouvons à pouvoir mettre en place des codes de conduite, à pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour que vous sachiez que vous avez fait à votre niveau ce qu'il faut faire. Moi, je suis très heureuse quand les chefs d'entreprise, que ce soit même des directeurs d'hôpitaux, lorsqu'ils ont un tout petit problème, ils me contactent, me disent, Madame la SE, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que les tests nous disent de faire? Donc, n'hésitez pas à prendre conseil quand vous en avez besoin. Merci. Merci beaucoup, Madame Flore Djinou, la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur Human First. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Madame. C'est moi. Ouais. On retient en conclusion que l'Institut national de la femme a reçu mandat de la part de l'État béninois pour promouvoir la femme et agir essentiellement pour son bien-être. Cela passe par la répression des infractions commises à l'égard de la femme. Et cela passe également par des travaux de sensibilisation et des études techniques. Tout cet ensemble mis en place pour réduire, prévenir, sanctionner et définitivement réduire les violences faites à l'égard des femmes et des filles en République du Bénin. l'INF n'est pas votre bourreau, mais essayez déjà dans votre milieu, dans votre entourage, ne pas vous retrouver dans la position d'un bourreau à l'égard d'une femme et d'une fille. D'ici là, observez autour de vous, détectez tout ce qui constitue des problèmes et ensemble apportons des solutions, surtout en milieu du travail au Bénin. Moi, je suis Freud Arafat Chabiodé et ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur Human First.